Alors, chers auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes ici, en tout cas, au foyer à Montreuil, foyer Rocheprine, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Nous sommes en présence, en tout cas, de la communauté, on va dire, de Djagili, ici en France, avec le représentant qui est ici, M. Soumaré Bakari, dit Chérou, qui est le représentant de la communauté de Djagili. En France, en quelque sorte. Bon, nous venons nous enquérir de la situation, en tout cas, qui prévaut dans votre village, à savoir Djagili. Il y a tout récemment ou tout dernièrement quelques problèmes, ou en tout cas relatifs à la question de la terre. Mais aussi au-delà de la question de la terre, en filigrane, c'était peut-être probablement des questions de caste que certains ont soulevé, des rapports entre ce qu'on appelle, en tout cas, les nobles ou les féodaux et ce qu'on appelle esclaves ou descendants d'esclaves. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus nous enquérir, prendre votre version des faits et puis aussi prendre la version des faits des différentes parties qui ont eu en tout cas maille avec cette question de la coopérative de Khoulé Mouké. Khoulé Mouké. Alors, bonjour monsieur. Alors, pouvez-vous nous expliquer le problème exactement relatif à la coopérative Khoulé Mouké de Djagili? Bon. Tout d'abord, on voulait saluer votre titre qui s'est déplacé pour essayer de trouver ou d'être acquéreur d'une certaine vérité. On n'est pas là pour faire une propagande. Et non seulement on n'est pas là pour faire de la propagande, tout le continent africain savent comment les terres ont été acquisitionnées. Bon. Nous ne sommes pas là pour essayer de prouver quel est le propriétaire de ces terres ou qui ne sont pas les propriétaires, parce que c'est un problème qui est bien connu en Afrique. Bon, nous sommes là justement pour un problème qui se produit à Khoulé Mouké, qui était pris par l'initiative du village même. Parce que ce site a été créé par le village pour une production qui a été destinée à l'ensemble de toutes les femmes de notre commune. Donc la coopérative, c'est à la base, c'est que pour les femmes? Que pour les femmes. De Khoulé Mouké, nous sommes là pour essayer de dire justement la vérité, pas pour essayer d'esquiser quoi que ce soit. Oui. Bon, on peut détourner, ceux qui veulent détourner sur des fins politiques ou des fins sociétaires, ça c'est le problème. Nous, on voulait vous tracer seulement de vous dire qu'est-ce qui s'est passé à Khoulé Mouké. Oui. Alors c'est pour les femmes, c'est né en 1994 et ça a obtenu son agrément dans les années 1998, c'est bien 98. Ça? Oui. 98. Donc l'origine, les terres, ça appartient aux Yatera. Bon, ça c'est indiscutable, tout le monde le sait. Bon, après l'acquisition de ce site qui a été destiné pour la coopérative des femmes, oui. C'est une décision qui a été prise au niveau et du village et de la commune de Goureil et de l'administration territoriale qui est basée à Sélibabi. Oui. Donc, à travers cette décision, il y a eu des réunions qui ont été faites, il y a eu une assemblée qui a été consultée. Et que ce site-là, tout le monde sait qu'il était géré, qui est encore géré par la SONADER, qui était en... la SONADER elle-même est dirigée par des fonctionnaires de l'État. Oui. Donc, personne ne peut mentir à ce sujet-là. Donc, en 1998, ça a été dédié aux femmes. Bon, après 1998, la communauté s'était aperçue qu'il va falloir qu'on demande à des gens volontaires, des hommes volontaires qui puissent aider les femmes à entretenir les machines et à les approvisionner. Oui. Voilà l'origine du conflit. Donc il y a eu successivement 3 ou 4 personnes qu'on peut les citer. Il y a déjà eu 2 Djabira et un Sidibé avec un Bakayoko qui s'est occupé du problème, de l'entretien des machines et de l'approvisionnement. C'est-à-dire celui qui accompagnait les femmes dans le cadre du développement de cette site avec l'aide de la SONADER. De la SONADER. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire la SONADER, c'est l'aspect technique. Et il fallait un homme qui accompagne ces femmes-là dans le cadre de l'aspect technique. Voilà. Maintenant, une autre chose avant de continuer.
quelle était la composition de ces femmes-là? Parce que vous avez bien compris qu'en filigrane, les gens disent que le problème de cette coopérative, c'est une question d'esclaves et de féodaux. Est-ce que dans le cadre de ces femmes, parce que c'est une question très mal déplacée, on ne peut pas dire s'il y avait des esclaves dans la coopérative, mais est-ce que cette coopérative, elle était ouverte à tout le monde, à toutes les communautés? Voilà, c'est justement, j'allais revenir. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité au village. Et que ces problèmes, c'est très ouvert et on peut s'en acquérir de la base même, de la composition même de ces gens-là, qui composent et l'Assemblée générale et qui composent tout l'accès de ces terres-là. Oui. À l'époque, oui, la question ne se posait même pas. La question n'a jamais été posée à Djagili. Oui. Entre les gens qui composent, qui sont des descendants des esclaves et des anciens des nobles. Il peut les appeler, il peut les utiliser comme ils veulent. La question n'a jamais été posée. Donc, en tant que journaliste, vous pouvez aller à Djagili, vérifier, demander, et renseignez-vous auprès de l'administration, renseignez-vous auprès des gens qui composent la communauté, et ça n'a jamais été, et vous allez vous-même vous rendre compte qu'à travers les champs qui entourent le village même, cette question n'a jamais été posée. On a été tous en harmonie entre nous-mêmes, entre les esclaves et les descendants des esclaves. Cette question n'a été posée. Vous allez regarder le village, vous allez regarder les maisons, comment ils ont été faites, vous allez regarder les champs, comment ils sont cultivés. Et vous allez vous rendre compte par vous-même que cette question n'a jamais été une source de conflit entre nous. Oui. Jamais. Et vous ne pouvez pas le dire, et personne ne peut vous le dire. Bon, à travers ça, il y a eu une disparité des gens qui sont des esclaves, des descendants des anciens esclaves, et des gens qui sont nobles, comme vous le dites. Ben, la composition de l'Assemblée générale reflète simplement la composition de la clôture des champs, des gens qui s'occupent des champs. Oui. Alors, juste une autre question, vous en avez parlé d'emblée, c'est-à-dire la question, on sait qu'il y a une difficulté réelle par rapport à la propriété foncière dans différents pays d'Afrique, dans toute la sous-région. Ce n'est pas un propre de la Mauritanie, ni un propre des gens de Djagili. Mais vous avez dit dans une phrase que cette terre appartient aux Yatera et après, nous, d'après nos enquêtes, c'est ce qu'on a entendu, mais on a entendu aussi d'autres versions, que les Yatara les ont mis à la disposition de la communauté pour cultiver, en refusant qu'il y ait certaines cultures qu'on dit pérennes, comme des manguiers et autres, en disant que seule la culture sous pluie va être acceptée. Mais comment aujourd'hui, les Yatera, est-ce qu'ils peuvent justifier de l'appartenance de la terre, soit de par les papiers, ou soit de par la tradition qu'ils ont à être propriétaires de cette terre-là? Est-ce qu'ils ont le titre foncier? Mais ça, je crois qu'il y a eu... Il y a eu des jugements qui ont été faits, il y a eu des rapports qui ont été faits, il y a eu des vérifications d'alimentation qui étaient sur place, et il y a des gens, par tradition, qui savent que eux-mêmes, même les gens avec qui on est en conflit permanent, ils savent que c'était pour eux. Ils savent. Là, ça a été demandé au Yatera de mettre ces terres à la disposition du village. Oui. Bon, quand le village a eu l'acquisition de ces terres-là, il l'a mis à la disposition comment on appelle, ce périmètre-là à la disposition de l'ensemble de la communauté, sans exception. Oui. Il n'y a pas que des esclaves là-bas, il y a des gens. Moi, je suis un Soumaré. Moi, je suis un Soumaré. À Djagili, je n'ai pas de terre. Je peux avoir des terres, mais pas à Djagili. Il faut que j'aille à Toulel ou à Ompou ou là où mes ancêtres ont été. Donc, de ce fait, moi, en tant que Soumaré, je ne peux que acquérir ces terres-là qu'à travers les Yatera ou les Djabira. Ces terres-là, on le sait, même l'administration le sait, comment ils ont acquis ces terres-là. Bon, ça, la question ne se pose même pas. Oui, juste une parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous êtes Soumaré, vous ne pouvez pas acquérir de terre là-bas. Mais aujourd'hui, peut-être par tradition, vos ancêtres ou autres n'ont pas de terre là-bas. Mais aujourd'hui, si vous vouliez acheter des terres là-bas,
vous en avez la possibilité, ou quelqu'un d'autre qui veut acheter des terres à Djagili, qui n'est pas de Djagili, a-t-il la possibilité de l'acheter? Écoutez, demande à tous les gens, même des descendants des esclaves, comment ils ont eu les maisons actuellement. Actuellement, je peux vous dire, pour rester dans ce cadre seulement là, oui. Aux alentours de Djagili, oui. Vous allez arriver là-bas, vous allez avoir 16 hectares hein, avec un immeuble que tu ne trouveras pas, même à Nouakchott, même à Selbabi, tu n'en trouveras pas. Tu en trouveras 2 comme ça. Et vous allez savoir, vous allez demander à qui ça appartenait. Ça appartenait aux descendants des esclaves. Comment ils ont accueilli ça sans sortir un seul sou dans leur poche. Il a fallu qu'ils demandent aux gens qui appartiennent à cette terre. Ils les ont donné. Il y a le colonel Serre Djara qui est à Nouakchott, qui peut pas vous dire le contraire, qui a construit. Il y a les héritiers de M. Koulibaly Bakari qui peut pas vous dire le contraire. Alors, donc on va revenir au problème de la coopérative. Pour vous, selon vous, quel est le réel problème de la coopérative? Pourquoi aujourd'hui les uns considèrent que c'est une question de caste et de famille? Bon, ça c'est ils ont voulu mettre ça sur un terrain litigieux qui peuvent avoir des sources litigieuses. C'est pour alimenter des sources litigieuses qu'ils ont remis cette question. Mais cette question n'a jamais été posée. La question est de dire que il y a eu, quand le site a été autorisé, quand il y a eu une assemblée générale, bon, je vous dis d'emblée, avant la discussion, que ce site-là est géré par la SONADER. Oui. Bon, on peut poser la question à la SONADER. Quelles sont les conditions pour accueillir un périmètre hein, et quelles sont les attributions d'un périmètre dans un village? Donc, au niveau international, au niveau local, il y a des conditions. Les conditions, c'est que les terres n'ont jamais été acquis indéfiniment. Ils ont été prêtés pour un laps de temps. Pendant ce temps-là, on ne peut cultiver que du riz, maïs, voilà, du maïs, des machins, mais on des peut cultures de saison. Des saisons, oui. Voilà. Ça c'est écrit sur le document officiel et qui est bon pour l'Afrique. Vous allez voir dans tous les périmètres qui sont construits en Afrique, qui ont été faits en Afrique, il y a eu toujours des trucs comme ça. Parce que les terres n'appartiennent pas à l'État. Les terres appartiennent à la communauté. Et cette communauté, à travers cette communauté, ça appartient à une famille. Que ça ne peut être que temporaire, ça ne peut pas être officiel. Ça n'a jamais été acheté, ça n'a pas été vendu. Voilà. À partir de là, bon, elle a été mise à la disposition de tous ces gens-là qui composent cette communauté et qu'on cultive en harmonie pendant des années. Les problèmes ont commencé en 2008, c'est ça? Les problèmes ont commencé en 2008 quand ils ont commencé bien avant, mais les villages ne s'étaient pas aperçus. Parce que pourquoi? Il y a eu, il y avait combien d'hectares? 34. Il y a 34 hectares. Dans ces 34 hectares-là, il y a moins d'un hectare, il y a 2 hectares qui étaient dédiés aux hommes qui leur donnaient un coup de main. Bon. Pour arriver là où nous en sommes, quand il y a eu les premiers responsables, le deuxième, le troisième qui étaient décédés, et que le village a eu un problème que ils ont personne pour essayer de donner un coup de main, de diriger ces périmètres-là. Oui. Donc c'est le village qui a été demandé à M. Koulibaly, Lassana Koulibaly, pour essayer de s'occuper de ce problème-là. Et qu'il a refusé. Le village a été même lui demandé, même s'il peut être rémunéré. Pendant 3 ou 4 mois, en discussion, après, il a accepté. Quand ils ont accepté, bon, il a fait convenablement le boulot pendant les deux premières années qu'il a fait. Parce que il y avait nos soeurs, il y avait nos parents, il y avait nos grands-parents, nos proches. De toute la composition de toutes les communautés. Il n'y a pas de descendants des esclaves. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont compris que ce système-là, ils peuvent tirer profit, ils ont mal entretenu le périmètre. Il y a une moitié des terres, des champs qui ont été arrosés convenablement.
une autre moitié qui n'était pas. Alors, à partir du moment que les gens n'ont pas de rendement, ils ont abandonné. Donc quand ils ont compris, quand les gens n'ont pas de rendement, ils ont abandonné, ils ont accentué ce problème-là. Tant que le village ne s'était pas occupé. Puisque quand le problème s'était produit, pour le village, c'était une histoire des femmes, les femmes ne veulent pas travailler, des trucs comme ça. Et c'était pas averti. C'est après, en 2007, qu'ils se sont attribués entre eux, des gens qui venaient d'ici, qui ont de l'argent, hein, qu'on les a attribué des terres qui étaient à l'intérieur du périmètre, qu'ils ont voulu planter des manguiers. Voilà l'origine. Quand quelqu'un plante 2 ou 3 mangues, on ne peut pas en passer à n'importe quoi. Mais quand tu viens avec 500 ou 2000, les gens commencent à comprendre qu'est-ce qu'il fait ici. Donc on va dire que le problème, c'est-à-dire quand dans le cadre, en tout cas ce qui a été établi, c'est qu'il ne peut y avoir que des cultures de pluie, sous pluie. Et quand ils ont commencé à faire de façon massive, vous vous dites des manguiers, c'est à ce moment-là c'est à ce moment qu'on a demandé, on s'était aperçu, que le village était aperçu. Donc le village a fait une visite, il a fait une délégation que M. Dino fait un peu partie. Ils sont allés visiter pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce périmètre. Donc ils ont découvert que non seulement il y a une tentation de planter d'autres mangues, il y avait déjà 55 manguiers qui avaient une âge de 2 ans ou 3 ans. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont convoqué une réunion. Ils disent à qui s'appartenaient ces manguiers. Donc, ils ont recensé tous les champs. Ils ont trouvé que c'était la même famille, le frère, le demi-frère, le grand frère ou le petit frère. Voilà, c'est ce qui est composé. J'ai dit non, nous, cette partie-là est dédiée pour les femmes, ce n'est pas pour les hommes. C'est fait pour des produits saisonniers, ce n'est pas fait pour planter des arbres fruitiers. Voilà l'origine du problème. Oui. Juste pour emboîter le pas sur une question toute récente, il y a eu une mission, c'est-à-dire il y a eu la contestation d'une des parties. Après, il y a eu, je crois, une commission qui a été mise en place à Nouakchott, des ressortissants du village qui ont même publié quelque chose sur le net en montrant, en tout cas en ayant à peu près la même position que vous. Juste après cela, il y a eu des organisations des droits de l'homme et une organisation qui lutte contre l'esclavage, IRA, qui sont partis en mission pour observer la situation. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de cette mission-là? Qu'est-ce que cette mission a dit? Est-ce que vous avez entendu parler de cette mission? Pour l'instant, non. Mais on sait qu'il ne peut pas en trouver autre chose que ce qu'on venait de vous dire. Parce que cette histoire-là a duré depuis 2007. On a fait le premier procès à Selbabi. Oui. On a fait le deuxième procès qui nous a été envoyé à Kifa. Le troisième procès a été jusqu'à la Cour suprême de Nouakchott. Et quelle était la décision? La décision de la Cour suprême de Nouakchott, c'est que cette histoire-là, ça n'appartient que de l'administration territoriale de s'en occuper. Ce n'est même pas à la justice, parce que c'est une affaire de coopérative. La coopérative ne peut pas dévier à des fins politiques ou à des fins individuelles. Oui, et il y a des gens qui disent qu'en réalité, pour certains qui vous croisent le fer, que c'est des problèmes entre les anciens politiciens, entre le RFD, le parti au pouvoir, voilà, et autres. Bon, quelle position avez-vous par rapport à ça? Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Comme je viens de le dire, M. Dabira, nous ne sommes pas là pour dire ce qui n'est pas exact. Ce qui n'est pas exact, ce n'est pas de notre ressort. Parce que nous, on tout ce qu'on veut à Djagili, les ressortissants qui sont en Europe, comme nous ne voulons que du bien de Djagili. Nous ne voulons pas que ce soit des descendants d'esclaves ou autre chose, de se trouver dans des problèmes qui ne nous n'apportent rien du tout. Cette histoire, la politique, nous apporte. Qu'est-ce qu'elle apporte au village? Le village n'a aucun intérêt, ni le chef de village, ni ce composant du village n'a aucun intérêt de se miner dans des terrains politiques. Ça n'appartient qu'à des gens qui sont en difficulté pour essayer de mettre le village en difficulté, pour essayer de déplacer le problème en terrain politique. Moi, en tant que représentant de Djagili à Paris, je ne suis pas inscrit à aucun parti politique. Je n'ai jamais voté pour un parti politique. Tous ces gens-là ici, ils n'appartiennent à aucun politique.
Donc tout ce qu'on veut, c'est le bien de Djagili. Nous cotisons pour Djagili, nous avons tout fait. Nous avons tout fait, même tous ces périmètres qui sont en train de produire la Djagili, ça n'a été entretenu que par les représentants de Djagili qui sont en France. Donc nous, on n'a aucun intérêt de se miner dans les affaires politiques. Il y a un problème avec le problème politique en question, il y a un problème avec le maire actuel qui est à Djagili. Hein? Pour une histoire de clôture, que ça n'appartient ni à la mairie, ni au village. Ça appartient à ce monsieur qui est en face de moi. Que j'ai eu même un petit problème avec lui à travers ce problème. Donc, quand la clôture a été faite sur ce site-là, la mairie voulait s'en acquérir. Le village d'Aville, non, ça appartient au privé, ça n'appartient pas à la mairie. Donc, on ne vous donne pas ce site-là. Il a été le prendre par force, donc elle a eu un problème avec le village. Donc le village l'a exclu de toutes les instances du village. Donc, qu'est-ce qui lui reste maintenant? Qu'est-ce qui lui reste à cette dame-là, à la mère? Qu'est-ce qui lui reste? Parce qu'il y a eu, on va faire une réponse à ce qu'il avait dit à travers les esclaves et les descendants d'esclaves. Bon, j'aurais une réponse personnelle à lui dire. Mais sur ce terrain-là, politique-là, elle n'a rien à voir, elle ne peut pas gagner sans mettre de la politique. C'est eux qui ont poussé ces gens-là de dire, voilà, c'est les descendants d'esclaves, c'est les descendants des nobles. Cette question-là n'a jamais été posée à Djagili. La délégation qui était partie à Djagili, c'est les gens, si c'est des gens qui sont neutres, ils ont vu la composition du village, ils ont vu les placements des gens, ils ont vu comment on vit, comment on cultive et comment on s'organise dans le village. Donc, cette question ne se posera jamais. Cette question de terrain politique, ça n'appartient à ceux qui veulent l'exploiter. Nous, on n'y rentre même pas là-dedans. Bien. Autre point, peut-être l'un des derniers points, c'est par rapport aussi, c'est un fait très sociétal. Nous, souvent, dans le cadre des conférences, dans le cadre des animations, dans un cadre général, quand on parle de la région de Guidimaha en général, plus particulièrement peut-être à Djagili ou ailleurs, les gens parlent des questions des castes, en tout cas des relations entre les différentes familles qui sont très pesantes. Et là, en filigrane, souvent ressort dans le cadre de ces conférences-là, c'est un autre cas, mais qui a toujours un rapport avec celui-là, c'est la question des cimetières. Existe-t-il des cimetières pour nobles et existe-t-il des cimetières pour esclaves? Parce que les gens en parlent beaucoup. Ça prête à sourire certains, mais on aimerait au moins avoir votre position, vous. Bon, je crois que Djagili, tout le monde connaît quand même la composition de Djagili. Hein? Des gens qui parlent de ça, bon, savent où est Djagili, ils peuvent aller vérifier sur place. Les tombeaux les cimetières ne sont même pas couverts. Moi, ma mère, elle est dans un côté, mon père est dans un autre côté. Donc, il peut y avoir même des sites, vous êtes en Afrique comme moi, où il peut y avoir même des cimetières qui appartiennent à des marabouts. Oui. Ça a été fait avant moi, avant l'esclavage, avant n'importe quoi. Ça, on ne peut pas l'exclure. Mais pour dire qu'il y a un village, il y a un cimetière pour esclaves et un cimetière pour les esclaves, et bien si ça existe, on ne peut pas dire non, mais ce n'est pas à Djagili. Ils peuvent aller vérifier. Et le gouverneur est là. Je crois que les gens même qui luttent contre l'esclavage, ils ont été à Djagili. Si c'était vrai, on peut leur dire voilà, c'est vrai, c'est ça. Donc vous réfutez on réfute ça, je connais la personne qui véhicule ça. Son père est enterré devant le grand marabout dans le cimetière de Djagili. On peut vous le montrer. Okay. Donc tout le monde peut être enterré. Tu peux enterrer n'importe quoi. Ça dépend comment ta famille est. Par exemple, si ton père est là-bas ou tu souhaites être ce côté-là, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de gens qu'on interdit. Moi, mon père, il est dans la cimetière à l'est du village. Mais moi, je me suis dit, moi, si je suis mort, enterrez-moi de ce côté-là. Ils vont me le mettre. Parce que j'ai enterré ma fille là-bas. Ça n'a rien à voir, les gens. Tout ça, c'est pour alimenter et c'est pour détourner le vrai problème du faux. Du vrai du faux. Nous, on ne voulait pas on voulait pas mélanger du tout. On ne voulait pas donner de crédit à des gens qui nous divisent. Même nos adversaires qui nous insultent aujourd'hui, on ne veut pas leur mentir. On voulait qu'ils disent la vérité. On voulait qu'ils vous disent même en tant que journaliste, nous, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas la vérité, mais c'est ce qu'on veut. Mais qu'ils ne racontent pas n'importe quoi.
En tout cas, c'est noté votre cri de cœur. On sait que vous parlez avec beaucoup de passion par rapport à cette question. Je voulais répondre. Bon, je vous donne la parole aux gens, mais avant de ça, je voulais répondre à la mère qui avait insulté les Djabira et les Yatera. Oui, il faut rappeler que, enfin, à travers, on a dit que le titre de l'article dit qu'elle a taclé ses cousins Djabira et Yatera. On ne voulait pas le tacler, on voulait qu'elle se souvienne de ce qu'il a fait son grand-père qui s'appelle Bakary Kolo Djabira. Le seul Djabira qui a été le chef de canton. Alors, si on est intellectuel, qu'on a été à l'école, on savait, sous l'occupation, sous la colonisation, on sait ce que ça veut dire, le chef de canton. Un chef de canton, à l'époque, il a une armée de soldats à ce solde, qui fait ce qu'il veut à Djagili. Le dernier esclave qui a été maltraité à Djagili a été exclu du village par son grand-père Bakary Kolo. Vous pouvez le noter et le mettre dans le site. Et là, il n'a qu'à se souvenir. Donc, il n'a qu'à peser ses mots et raconter ce qui peut être raconté et dire aux gens la vérité. C'est-à-dire le dernier esclave qui a... Le dernier esclave... Ou descendant d'esclave. Ou le dernier descendant d'esclave qui a été exclu de Djagili en 1946 a été fait par son grand-père Bakary Kolo. Et que cet esclave-là, il s'appelle Laji Bangaré. Actuellement, ses descendants ils sont à Sambakandji. Donc, on peut réfuter, on peut dire beaucoup de choses sur son grand-père paternel, mais pas maternel, paternel. On peut dire beaucoup de choses. Mais qu'il se fasse attention avant de raconter quoi que ce soit, il n'a qu'à réfléchir d'abord. En tout cas, nous vous remercions. Si vous avez un dernier mot à l'adresse de la communauté dans son ensemble, bon, qu'est-ce que vous voulez dire dans son ensemble, nous, en tant que ressortissants de toute la communauté de Djagili en Europe, nous, tout ce qu'on voulait, on voulait la paix à Djagili, l'entente à Djagili, l'amitié que nous a légué nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qu'ils soient esclaves ou descendants d'esclaves ou nobles. Bon, nous, tout ce qu'on demandait, on demandait une entente avec nous-mêmes. Hein? Et qu'on soit sérieux avec nous. Si on est sérieux, les gens vont nous respecter. Si on n'est pas sérieux, les gens ne vont pas nous respecter. Je vous remercie.